Je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Ils ont passé 9 mois à recevoir des enseignements. Ils se sont acquittés des frais exigibles pour être présentés aux examens officiels de la session de juin 2019. Ils ont malheureusement raté le jour dit. La faute pour ceux du brevet d'études du premier cycle BEPC à l'incertitude quant à la fin exacte de la période de Ramadan. Ceux du certificat d'études primaires CEP de l'extrême nord, département du Logo-Nechari, arrondissement de Makari, il est Alifa, ont par instinct de survie fui leurs diverses localités pour échapper aux attaques des djihadistes de la secte Boko Haram. Siégeant à Yaoundé, le week-end dernier, le National Executive Committee du Social Democratic Front se dit très préoccupé par la situation de ces milliers de candidats mis sur la touche sans avoir montré véritablement de quoi ils étaient capables. BEPC et CEP 2019, une autre session pour les victimes du Ramadan et de Boko Haram. Madame, Monsieur, c'est la problématique ce jour. BEPC CEP 2019, une autre session pour les victimes du Ramadan et de la secte Boko Haram. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Georges Sémé. Bonsoir Georges. Bonsoir Monsieur Otto. Voilà, bienvenue une fois de plus. Merci, bonsoir. Journaliste. Bien sûr, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre plateau. Voilà, juste à côté de vous, maître Augustin Gefag. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien ça? C'est bien cela, Serge Alain. Voilà, bienvenue une fois de plus, maître Gefag. Merci. En face de vous, Camille Nelly. Bonsoir Camille. Bonsoir Serge Alain, bonsoir maître Gefag, bonsoir Georges Sémé, bonsoir téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout spécialement d'Equinox Soir. Voilà. Dites-moi Camille Nelly, vous avez suivi cette actualité, commençant par ce qu'on va appeler les victimes de ce cafouillage-là qu'il y a eu autour de la fin de ce mois de Ramadan, période de jeûne de Ramadan. Oui, effectivement, mais ce n'est pas seulement l'extrême nord, c'est même à Douala ici. Je peux même vous dire qu'un de mes filleuls qui était chez moi a failli, effectivement, rater l'examen parce qu'il disait que ce jour-là, il y aurait Ramadan. Je lui ai dit de s'habiller, d'aller à l'examen et de revenir si c'est férié. Donc, vous avez demandé à votre filleul de se rendre d'abord. Et de se rendre d'abord. Il s'est rendu et effectivement, il a composé. Donc, ce n'est pas seulement l'extrême nord, mais il faut dire qu'à Douala aussi. Non, j'ai parlé de l'extrême nord pour surtout le CEP. Voilà, à Douala aussi. Aux attaques. Justement, ce cafouillage, effectivement, a causé des dégâts certains. Et effectivement, beaucoup d'élèves ont raté ce jour-là parce que dans la tête, aussi bien dans la tête même de certains enseignants ou même des responsables, on ne savait pas si effectivement le Ramadan ça allait être le mardi, le mercredi ou le jeudi. Donc effectivement, ça a été quelque chose d'assez durement vécu par certains qui, ayant raté ce jour-là déjà, se trouvaient d'office disqualifiés. Et moi je pense que cette démarche du SDF demandance au pouvoir public de pouvoir redonner une nouvelle chance à ces enfants qui ont été victimes d'une sorte de cafouillis. Je pense que c'est une démarche absolument louable et elle démontre effectivement que voilà là l'un des devoirs des députés de la nation, à savoir aller et gérer les problèmes de ceux qui les ont élus. Moi, je pense qu'en le demandant, bon, ce ne sera certainement pas trop demandé, mais on verra bien la réponse qui viendra de là, parce que, comme vous le dites et comme vous l'avez annoncé, il n'y a pas que seulement à Douala, ça a été même, surtout à l'extrême nord, pour des histoires de Boko Haram. Donc, vous voyez que le problème a pris une autre dimension aujourd'hui, et on voit bien qu'un gros problème se pose au niveau de l'année scolaire de plusieurs milliers d'enfants, parce qu'on parle de 2000 enfants. Oui, 2000 enfants, le SDF. Jean Sémé, c'est un problème, hein, véritablement. Un véritable problème. Qu'il s'agisse du BPC ou bien du CEP, il y a eu cette confusion que nous avons observée. Mais je pense confusion au niveau du BPC. Oui, mais pour le CEP, c'est autre chose. Confusion au niveau du BPC et même au niveau du CEP. Parce que
il y a toujours eu cette incidence d'événements qui a eu des conséquences sur le calendrier. C'est fait, on peut parler de confusion. Mais je crois que en ce qui concerne le BPC et en rapport avec la fête du Ramadan, il faut se référer d'abord aux divers moyens de communication qui sont aujourd'hui usités par les consommateurs. Les nouveaux moyens de communication qui relèvent des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, mais il y a les moyens de communication traditionnels, la radio, la télé et le Congo, ça, parce que le bouche à oreille, parce que ça fonctionne également. Et je vous assure que lorsqu'on fait un état des lieux du niveau d'information des consommateurs de cette information, on se rend compte qu'il y a une information néfaste qui a plutôt desservi beaucoup de personnes. Les canaux officiels ont rendu la bonne information sur ce qui était du calendrier de ces examens. Mais il y a eu une infox ou une intox incroyable sur les nouveaux modes de communication où on avait plusieurs communiqués qui renvoyaient un férié à une autre date et un autre férié à une autre date et la date de l'examen à une autre date. Donc il y a eu cette confusion à telle enseigne qu'on était obligé d'être confondu sur la date de la tenue de cet examen. À côté de cela, il y a également la responsabilité du parent. Parce que je pense quand même que le premier responsable d'un écolier ou bien d'un collégien, c'est d'abord le parent. Le parent devrait également assumer sa responsabilité en termes de veille de l'information qui concerne son enfant. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup de parents ont raté le coche et ils ont cédé à l'infox et finalement, leurs enfants ne sont pas allés concourir à ces examens officiels. Donc, je pense que le sujet est extrêmement préoccupant et peut-être on reviendra sur d'autres aspects tout à l'heure, mais je pense quand même que c'est légitime que le SDF, en tant que parti politique, fasse une sortie afin de réclamer, comme on l'a vu le 8 et le 9 juin dernier, de réclamer qu'il y ait une sorte de magnanimité à l'endroit de ceux qui ont raté ces examens, afin qu'ils puissent avoir la chance, comme tous autres qui ont participé à ces examens, de sauver cette année scolaire. Jonathan Batenguene, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui regardent Equinox Soir. Voilà, Jonathan, dites-moi, Camille, Jean-Sémé a parlé de la responsabilité parentale. Camille, avant, il a dit qu'il a demandé à son filleul de se rendre quand même d'abord au centre d'examen. Oui. C'est la démarche que tous les parents devraient adopter ce jour-là. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de vérifier par soi-même une information avant de lui accorder du crédit. Parce qu'il y a trop d'infox, ce qu'on appelle les fake news qui circulent et qui malheureusement peuvent avoir une incidence sur la vie réelle. Et on a remarqué que pour le cas de ces examens, c'est les fake news qui ont prévalu ou bien qui ont amené ces enfants, ils les ont induits à l'erreur. Et ces fake news, malheureusement aussi, il n'y a pas de mécanisme actuel par lesquels on peut les vérifier facilement. Donc, en l'absence de ces mécanismes-là, l'individu lui-même doit aller vers la source de l'information pour s'assurer que, effectivement, c'est une information fondée ou non. C'est regrettable parce qu'on parle de 2000 élèves qui ont ici été lésés. Et il faudrait trouver un moyen pour que cela soit réparé. Maître Lefa, sur cette situation, votre regard en tant que parent. Serge Alain, je suis un peu désabusé parce que j'écoute. L'État est vraiment dans une débrouillardise à tous les niveaux. Les missions régaliennes de l'État ont perdu de leur superbe. Comment demander à un élève, à un enfant de cours moyen 2, d'aller chercher les sources de bonne information pour son éducation, alors qu'on sait que l'éducation relève d'une mission régalienne de l'État. Maître, le cas du CEP, c'est autre chose. Hein. C'est beaucoup plus pour que ce soit le CEP de Boko Haram. Que ce soit le CEP ou le BPC. Ce qui est valable, je crois que ce que Jonathan voulait dire, c'est par rapport au candidat au BPC. Que ce soit le BPC ou que ce soit le CPE, tout cela participe des missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire les missions première de l'État. C'est l'État qui doit, à tous les niveaux, se rassurer que ceux pour qui nous formons, ceux pour qui nous donnons l'information ou l'éducation, ils ont la bonne information. Vous ne pouvez pas me justifier que l'État est devenu autiste à la suite des différents communiqués
qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent pour troubler ces jeunes, ces enfants. Des communiqués lus sur Facebook. Vous posez une bonne question. Quel est le média, quel est le véhicule que doit écouter votre enfant à la maison pour savoir, voilà la bonne source? Aucun. Alors, à qui aucun n'a relayé l'infox. Aucun média n'a relayé l'infox. S'il vous plaît. Oui. Dès lors que vous avez la chance de savoir que ce désordre s'installe, vous, en tant que chargé de mission, en tant que celui qui a la responsabilité de veiller à l'éducation, bien la bonne formation de cette jeune population, que devez-vous faire? Nous avons vécu hier une guerre de communication entre M. Bibou Nissak et le ministre de la Communication. Vous voulez me dire que le communiqué de M. Bibou Nissak avait été lu à la CIRT TV? Vous voulez me dire que ça avait été lu sur Equinox TV? Non, ça relevait de même Facebook que vous avez vu. Alors si le ministre de la Communication a pu voir celui-là, pour des intérêts aussi, entre guillemets, mineurs pour la République, alors, pour des intérêts régaliens, pour des conditions régaliennes, pour des propos, ou bien pour l'intérêt de cette jeunesse, 2000, ce n'est pas rien, je pense que les ministres en charge se devaient de se comporter comme le ministre de la Communication pour le communiqué de M. Bibou Nissak et de dire arrêtez entre je crois que c'est le Kosimaï qui a donné son communiqué, qui ne cadre pas. Alors retenez que moi, l'État en charge d'éduquer, de former, je me dois de vous dire, mon calendrier n'a pas changé. Il s'agit de cela. L'État ne doit pas être autiste à tous les niveaux et s'abandonner et nous laisser, nous, ici, au petit niveau, dire l'élément de communication, c'est Cameroun Tribune, c'est CRTV. Non. Ça, c'est un peu ma position. C'est une mission régalienne. Ok. Kamine, justement, Maître Ngefak a parlé de cette conférence du croissant lunaire. On a vu un communiqué quelques jours avant la fin du Ramadan. Je crois que c'est aussi venu mettre un peu troublé. Oui. Alors de public, mais troubler un peu. Troubler les esprits. Parce qu'il y a des gens qui, déjà dès le lundi, annonçaient déjà que le Ramadan, ça allait être le lundi. Dès le dimanche, que ça allait être le lundi. D'autres que ça allait être le mardi. D'autres que parce que c'est vrai, le mardi, journée serait fériée. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui s'est installée. Et moi, mais même Ngefak dit, est-ce que l'autorité ne devait pas, à partir de ce moment-là, venir rétablir, mettre tout le monde sur un même pied d'égalité au niveau de l'information? Mais de toutes les manières, moi je pense que les informations qui ont circulé avant le mardi, vous comprenez, c'est des informations qui n'avaient rien à voir avec la réalité, qui était que les examens étaient programmés pour le mardi. Vous comprenez? Et moi je pense que le cafouillage qui s'est opéré ce mardi matin, c'est une question de quelques heures où les enfants n'ont pas pu sortir à 7 heures pour se retrouver là-bas, de telle manière que... Pas toute la journée quand même. Oui, mais... Ils sont arrivés en retard. Oui, mais déjà arrivés en retard. Je suis d'accord avec vous. Ils sont arrivés en retard parce qu'ils ont réalisé qu'effectivement, il n'y avait pas de férié. Ils sont arrivés après. C'est au niveau des centres des examens que... On a dit, vous ne pouvez plus entrer. Mais effectivement, c'est une situation... C'est le règlement. C'est le règlement, c'est une situation assez difficile. On ne peut pas dire que c'est l'État, qui devait régler ça à ce moment-là. Moi, je pense que c'est les responsables des centres d'examen qui constatant le retard. On dit que non, le règlement dit que vous êtes arrivé en retard, Donc, c'est une histoire quand même assez complexe. Et c'est pour ça que je trouve la démarche du SDF tout de même assez louable, dans la mesure où c'est une situation assez désagréable, mais qui n'est pas... Vous voulez dire notre situation? Non, la situation de ces élèves qui sont arrivés en retard ce jour-là à cause d'une mauvaise interprétation et peut-être d'une mauvaise information qui a circulé, de bouche à oreille. Vous comprenez? Et le fait pour le SDF de demander une sorte de mensuétude pour cela, je crois que c'est une démarche appréciable. Mais on va voir comment l'autorité va apprécier cela. Elle est appréciable dans la mesure où elle est louable, dans la mesure où on ne doit pas jeter tous les enfants en se disant que bon, ils sont arrivés en retard, mais ils sont arrivés en retard. Pourquoi? On a compris aujourd'hui pourquoi ils sont arrivés en retard. Les autorités ont compris pourquoi ces enfants sont arrivés en retard. C'est pour ça que s'il peut y avoir quelque chose à faire, moi je dis que ce ne serait pas une mauvaise chose que ce soit fait. Mais maintenant, on va voir avec la décision qui peut être prise en haut, parce que aussi bien au niveau des responsables des centres d'examen qui les ont maintenus dehors parce qu'ils sont arrivés en retard, ils auraient aussi pu les laisser entrer, mais seulement qu'est-ce que ça aurait pu leur coûter? Donc c'est une situation assez délicate, mais la proposition du SDF
est, à mon sens, assez bienvenu. Vous gardez la parole, Camille Nélé, pour ce qui est de ces enfants-là, de 7 à l'extrême nord. Les parents ont dû garder chez eux, les enfants, à peur de ce qui s'était passé le 10 juin. Là, alors, c'est un autre niveau de la tragédie. Voilà. Là-bas, carrément, ça a été un massacre qui a été fait du côté de Darak, avec plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées. Alors, ces parents qui ont entendu des coups de feu crépiter toute la nuit ne pouvaient tout de même pas laisser partir leurs enfants. Là, ça devient sérieux. Non seulement ça devient sérieux, et ça devient aussi... ça mérite justement une attention particulière. Une attention dans ce sens que ces enfants, aucun parent n'aurait pu laisser son enfant sortir avec les coups de feu qui ont crépité toute la nuit. Moi, je pense que là aussi, il faudrait voir, on ne pourra pas dire que ces enfants qui ne sont pas retrouvés dans les centres d'examen ont été absents. Donc, c'est un autre degré c'est un problème à un autre degré qui devra être effectivement examiné par le ministère, le ministère des enseignements secondaires, qui, moi je pense, à ce niveau-là, ne doit pas se comporter comme une mécanique, c'est-à-dire quelque chose qui réagit uniquement mécaniquement. Vous n'êtes pas entré, vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas présenté, il n'y a pas d'examen pour vous. Moi je pense que ces deux situations sont suffisamment poignantes pour que, effectivement, elles méritent qu'il y ait une attention particulière des pouvoirs publics. Absolument. Jean Semé, sur cette situation, des enfants de l'extrême nord. Bien, je pense que ce cas est bien évidemment préoccupant comme celui qui est lié au croissant lunaire. Mais le cas de Darak est plus parlant, puisque il est relatif à un cas de force majeure. Oui. Là, c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure d'insécurité. Et je pense qu'à ce niveau, vous savez, en droit, il y a un sacro-saint principe qui dit qu'il faut une égalité de tous devant les services publics. Et dans ce cas, il y a le service public des enseignements secondaires qui est ouvert à tous. Mais avec ce cas de force majeure d'insécurité, qui n'est pas de la faute des usagers de ce service public, je pense quand même qu'on devrait les écouter. On devrait écouter le SDF, on devrait être magnanime et permettre à ces enfants qui ne sont pas coupables de ce qui est arrivé à Darak d'accéder à ces examens. C'est du deux poids deux mesures. Darak et le croissant lunaire, c'est du deux poids deux mesures. D'un côté, il y a le cas de force majeure et de l'autre, il y a la mauvaise interprétation des oracles. Et je pense que pour le cas de Darak, on devrait s'y pencher. Parce que le service public est le même pour tout le monde. Et l'État ici devrait tirer les conséquences de ce qu'il y a des problèmes de sécurité dans la région de l'extrême nord et écouter les appels, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des parents, des élèves ou des partis politiques. Et je pense qu'à ce stade-là, on aurait quand même permis à des élèves de présenter leurs examens pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Jean Semé, justement, vous parlez pour ceux du BEPC. Ils sont quand même arrivés au centre. C'est-à-dire que lorsqu'ils réalisent que ce n'est pas un jour férié, ils se dirigent vers leur centre. Et là, on leur pose que, monsieur, vous êtes en retard. Tout à l'heure, les épreuves vont commencer depuis. Oui, tout à l'heure, j'invoquais un principe du droit qui dit que... Donc, est-ce qu'on peut encore mettre ça sur le dos, entre guillemets, de la commission du croissant lunaire? Tout à l'heure, j'invoquais un principe du droit qui dit que le service public est égal pour tout le monde. Mais il y a un autre principe du droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je pense que, malheureusement, ceux qui sont arrivés en retard tombent sous le coup de ce principe. Il y a un règlement qui prévoit que lorsque vous arrivez après l'heure d'un examen, vous n'êtes plus admis. Et ce règlement a été tout simplement appliqué. Et je crois que lorsqu'on évalue la proportion de ceux qui sont arrivés en retard, elle est largement minimale à ceux qui se sont présentés. Vous comprenez? Voilà. Largement. Donc, je pense que c'est une question assez préoccupante, mais elle interpelle les dirigeants sur leur magnanimité. Ce n'est pas un droit que les parents peuvent invoquer. Ce n'est pas un droit que ces élèves peuvent invoquer.
on appelle ici la magnanimité des pouvoirs publics parce que le nombre de 2000 est quand même impressionnant. Oui. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'en mêle les pédales sur la situation de Darak et la situation du croissant lunaire. Et la sortie du SDF aujourd'hui, elle est dans son activité politique. Elle est dans le cadre d'une activité politique. Et je pense que peut-être après cette sortie, il y aura d'autres organisations, soit de la société civile, ou alors des organisations d'enseignement ou des partis politiques qui vont lui emboîter le pas. Mais c'est quand même une question préoccupante sur laquelle on devrait se pencher parce que 2000 personnes qui n'ont pas l'examen pour des faits qui sont extrêmement évitables, c'est assez préoccupant. Ok. Jonathan Batenguele, sur les enfants de l'extrême nord. Sur les enfants de l'extrême nord, comme l'ont déjà répété les copanélistes, c'est pas de leur fait. Et donc, il serait même plutôt normal de revenir leur offrir la chance. Maintenant, je veux mettre ça sous le prisme de l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est un principe que nous héritons de notre culture francophone. Face à la question de la mobilité sociale, l'école, c'est un mécanisme d'ascension. L'enfant d'un pauvre peut se retrouver demain dans l'équipe dirigeante de ce pays grâce à l'école. Comme c'est le cas aujourd'hui. Effectivement. Dire que 2000 personnes, c'est une frange entité négligeable. C'est pas vrai. C'est minimiser aussi ce principe d'égalité de chance de 2000 individus. Qui, du fait d'une information, parce que j'aimerais bien préciser que même si vous dites que l'État c'est un principe régalien, vous n'êtes pas à l'abri des fake news. Bien sûr. Je sais que beaucoup ici, si nous sommes honnêtes, nous avons souvent été victimes de ces fake news. Et donc, prenons ces jeunes comme des personnes qui sont comme nous, susceptibles d'être influencés par ces fake news. Je pense plutôt qu'il reste une chose à compléter la proposition du SDF. C'est que les instances judiciaires mènent des enquêtes parce que c'est une action qui a eu un impact sur la question même de la politique d'égalité des chances que l'État est censé assurer à tous les citoyens. Qu'on mène une enquête pour identifier les responsables de ces fake news. Parce que c'est possible. Moi, j'ai vu l'État essayer de se rattraper. J'ai vu ça. C'est un message qui est arrivé d'un responsable du ministère de l'enseignement secondaire. Il a envoyé ce message pour dire, mais il a signé à son propre nom. Il a dit, non, ce jour, c'est pas férié. Mais ce message-là ne pouvait pas rattraper. Parce qu'il y avait d'autres manquements au niveau de mettre à relever. Il n'y a pas un mécanisme, il n'y a pas une orientation claire qui dit, voilà le mécanisme par lequel vous vous informez concernant les examens. Si c'est le site du ministère de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires, effectivement, tout férié vous sera annoncé à partir de ce site. Et les enfants qui sont en milieu urbain, parce qu'une telle mesure sera encore discriminatoire, maître, parce que les enfants qui sont en milieu rural et qui n'ont pas accès à Internet, comment ils font pour vérifier? Ils vont attendre la radio. Et s'ils ont, parce que les fake news, ça se ventile aussi par rumeur. S'ils ont vent de ce que il n'y a pas tel jour est férié, comment on fait avec ça? En ce moment, ça devient. Il y a un calendrier électoral, il y a un calendrier des examens qui est publié. Longtemps en avance. Oui, bien sûr. Monsieur, je ne parle pas d'un calendrier. Vous êtes dans l'aspect formel. Je parle d'un incident qui s'est produit exactement en suivant ce calendrier. L'incident n'est pas du fait de ceux qui organisent. L'incident est du fait d'un agent externe qui, dans l'intention même de nuire, moi je dirais qu'il a une intention de nuire, a distillé une information qui a eu une incidence dans le déroulement de cet examen. Eh bien, cette personne, dans un pays sérieux, on va l'identifier. Et quand on va l'identifier, on va le sanctionner. C'est ce que l'État peut encore faire pour au moins se montrer, pour dissuader d'autres citoyens qui sont dans cette posture où ils peuvent créer des fake news. Et puis, il faut maintenant revenir. Ces enfants-là, le SDF a raison de se positionner en disant qu'il faut réparer. Il faut effectivement réparer. C'est 2000 enfants de la République qui ont la possibilité, grâce à ce BEPC, d'avoir la chance d'accéder
en cycle supérieur. Mais ne regardez pas seulement le cycle supérieur. Regardez aussi l'ensemble des métiers qui s'ouvrent à eux avec ce BEPC. Et donc là, je pense que la République devrait se pencher dessus pour réparer cette question. Serge Alain, je voudrais dire que c'est facile de faire échouer les enfants des autres. C'est très facile de passer l'éponge dessus lorsqu'on est dans un état où tous les pouvoirs sont gérés de façon alambiquée. Ouais. S'il y a guerre, c'est un cas de force majeure. Il faut surmonter l'imprévision. Est-ce qu'on doit surmonter l'imprévision en faisant échouer toute la masse? Je dis non. Il faut une justice, il faut une équité. Il faut faire recomposer ces enfants sur ces plans. Ça ne coûte rien à l'État. Alors, s'il y a des ordres de calendrier, je pense que l'État a pris la peine de créer des départements qui gèrent les musulmans, de créer des départements qui gèrent les catholiques, de créer des départements qui gèrent ainsi de suite, pour se dire un État laïque. Alors ces départements-là, lorsqu'ils ont failli, il faut qu'ils assument. Il faut que ces enfants... Mais l'école publique est laïque. Je pense que nous disons la même chose. Serge Alain, moi j'ai l'impression que... Il n'y a pas de... On veut toujours faire porter le chapeau de ce qui s'est passé à... Non, j'ai l'impression que... Et puis ce débat... Maître, vous avez terminé votre propos? Je suis très bref. Ok, oui, allez-y donc, Kaminele. Non, je voulais j'ai une question beaucoup plus... on va voir avec le cas de l'examen. Oui, mais moi, je voulais dire qu'il ne sert à rien de culpabiliser l'État. Ou de montrer l'État en disant l'État, c'est qui? L'État, c'est nous tous. Moi, je pense qu'on peut parler peut-être d'un manque de maîtrise des responsables de l'éducation. Mais seulement, n'oublions pas une chose. Et cette chose est que les responsables de l'éducation, ce n'est pas l'État. Il y a une communauté éducative. Il y a une communauté éducative. Qui sont les responsables d'éducation? Ce que je veux dire, ce n'est pas l'État, c'est des membres de l'État, des départements de l'État. Qui sont les responsables d'éducation? Expliquez à ceux qui nous regardent. Non, mais nous n'allons pas faire un débat de chiffonnier. Ce que je veux dire que il y a d'abord un premier amalgame qui est clair et certain. C'est que beaucoup de gens étaient, à cause du lundi, mardi, mercredi, jeudi là, avec le croissant lunaire qui devait apparaître entre lundi et mardi et mercredi, il y a eu cet embrouillamini qui est entré dans la tête de tout le monde, pas seulement des élèves. Il faut le dire. Et ce n'est pas la faute de l'État. Et l'État ne s'est jamais prononcé sur la question. L'État ne s'est jamais prononcé sur la question. Le problème, c'est qu'au moment où le calendrier des examens fixait le début la date de composition à mardi, tous les élèves devaient y aller. C'est tout. Oh, mais si certains n'y sont pas allés, on ne peut pas dire que c'est l'État. C'est à cause de l'État, parce que l'État ne leur a pas dit d'aller demain. Non, il était fixé que ce jour-là, il y aurait Camille, je dirais autre chose. Oui, maître. Un État qui se veut laïque, avant de programmer les différents examens, tient compte de tous les calendriers. Vous n'allez pas nous dire que la fête de Ramadan vous tombe par-dessus la tête. Vous connaissez son agenda. Vous connaissez toutes les fêtes des catholiques. Pourquoi ne pas arrimer vos calendriers en fonction de tous ces fériés? C'est de ça qu'il est question. Mais vous oubliez que on est toujours dans le tâtonnement. La fin du Ramadan n'est pas une date fixe. Elle est ponctuelle. En fonction de l'apparition de la lune. Bon, vraiment. Ça aussi, il faudrait que les gens comprennent. C'est en fonction de l'apparition. C'est pas un des ans comme Noël. Non, c'est parce que on dit que la période est sûre. La période est approximative, mais peut-être élastique tant que la lune n'est pas sortie. Ça ne dépasse pas 4 jours, encore moins de 3 jours. Voilà donc pourquoi que... Vous pouvez décaler en avance ou en reculant. Le programme était déjà établi. L'administration a failli. Ce n'est pas l'administration. Elle n'a rien prévu. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mec. Prévoyez-nous la prochaine fête du Ramadan. Prévoyez-nous la prochaine fête du Ramadan. En tout cas, 2020, prévoyez-nous. Jean Sémé, sur le cas des élèves du CEP extrêmement, est-ce qu'il y a quand même eu des enfants là-bas qui sont allés composer? Il y a eu des enfants qui ont composé. Est-ce que ça ne nous renvoie pas à la préoccupation de Joshua aussi devant Clément Atangana? Il y a eu des enfants. Clément Atangana a demandé à Joshua aussi, est-ce que des gens sont allés voter au nord-ouest et au sud-ouest? Alors, si vous parlez de la question électorale, tout le monde sait que les élections ont eu lieu au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que là, on va dire qu'il y a des parents qui ont aussi
envoyer leurs enfants aller composer. Alors, d'abord, sur le volet électoral en rapport avec l'élection présidentielle, l'élection a effectivement eu lieu au nord-ouest et au sud-est. Oui. Mais elle n'a pas Voilà pourquoi été je une élection demande, intégrale. Elle n'a pas été une élection Est-ce qu'il intégrale. y a eu 7 dans ces mêmes localités? Vous permettez que j'évite d'abord votre question sur, vous sur videz, les vous voulez élections. vider le premier oui, contentieux. je vous fais un rapport, une projection Allez-y, avec la Jean. question sur Darak. Donc, je pense qu'il y a eu élection présidentielle en région anglophone. Mais l'élection n'a pas été intégrale. N'a pas été intégrale tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une couverture superficielle avec la présence de des urnes dans tous les bureaux de vote. Mais il y a quand même eu élection. Et on a vu que le taux de participation était extrêmement faible. Et les résultats de ces élections ont été pris en compte. Mais maintenant, sur le cas de Darak, sur le cas de Darak, il y a également... Des enfants sont quand même allés composer. Bien sûr, il y a des enfants qui sont... Donc il y a des parents qui ont pris le risque d'envoyer leurs enfants aller composer. Ils peuvent invoquer le cas de force majeure. Et tout cela est prévu par le droit. Je crois que l'avocat ne m'en démentirait pas. Il y a l'imprévision qu'on connaît, mais il y a également le cas de force majeure. Et les responsables de ces enfants, ou alors ces enfants, pourraient invoquer le cas de force majeure tout simplement parce que lorsqu'il y a un tel niveau d'insécurité dans cette région, il n'est pas tout à fait possible pour un enfant qui va composer d'aller le faire de façon sereine. Non seulement de façon sereine, mais également de le faire dans les conditions de sécurité qu'il faut pour ce type d'examen. Donc, je pense que on ne devrait pas ici accuser soit l'État, soit les parents ou soit les enfants. Il y a eu un cas de force majeure qui ne ressemble pas à celui qu'on a observé avec l'auscultation du ciel. Donc, à ce niveau, le gouvernement devrait quand même se pencher sérieusement sur ce dossier parce que le gouvernement également, pour faire plaisir à Maître, est responsable, est garant de la sécurité des biens et des personnes. Et s'il y a cette attaque et que le gouvernement... l'armée n'est pas... l'armée a été surprise. Voilà. N'est pas éradiquer à temps l'attaque pour permettre aux enfants d'aller composer. Je pense qu'elle est à un certain niveau responsable également. Donc, il faudrait que de fil à aiguille, elle prenne des mesures pour permettre à ces enfants au moins d'aller composer. Ce qui n'est pas le cas pour le croissant lunaire. Où, bien évidemment, je partage tout à fait le point de vue de chaque panéliste sur ce plateau. Parce que c'est quand même l'avenir de certains enfants qui sont mis en jeu. Je partage également le point de vue du SDF, mais il appartient au gouvernement et à lui tout seul de prendre la décision discrétionnaire de permettre à ces enfants d'effectuer une séance de rattrapage. Et s'ils ne le font pas, je crois que... Je ne crois même pas que ce soit une séance de rattrapage. Hein. C'est pas comme s'ils avaient composé. Bon, c'est une autre session. C'est une autre session. C'est une session spéciale. C'est une session spéciale. C'est une session spéciale. Voilà. Je crois que le gouvernement n'est pas obligé de le faire. Le gouvernement n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de le faire. Oui. Et laissez-moi vous dire que le lundi déjà, il y a eu une sortie gouvernementale qui a dit que, qui a maintenu la date d'examen à date. Mais peut-être beaucoup de personnes ne l'ont pas suivi, mais ça a été publié. Ça a été rendu public. Donc, le gouvernement n'est pas obligé de permettre cette session spéciale, mais je pense que avec l'équité, le sens de l'équité, et par souci d'apaisement aussi. Par souci d'apaisement, on devrait quand même réhabiliter ces enfants afin de leur permettre de passer tranquillement ces examens de la façon la plus régulière possible, dans les mêmes conditions que ceux qui ont passé les mêmes examens à temps, sans autre forme de souplesse. On les permet tout simplement de passer ces examens dans les mêmes conditions que ceux qui l'ont fait à temps et au moment où ils ont manqué le leur. Oui. Jonathan Batingere, une session spéciale, vous êtes pour? Oui, ça je ne dis pas par condescendance, ils peuvent, non. Ça doit se faire. Ah, le gouvernement n'est pas obligé. Le gouvernement n'est pas obligé. L'État doit le faire. Parce que, ces gens-là, il y a des enfants qui vont composer ce BEPC. Conditions précaires d'existence dans notre pays, ils vont perdre des parents pendant les vacances. Là. Les parents vont aller à l'hôpital, ne vont pas se remettre. Et ces enfants-là, l'année prochaine, s'ils n'ont pas eu ce BEPC, comptez-les désormais comme d'autres enfants qui vont se greffer à ceux-là qui n'ont pas pu avoir leur examen
et qui peut-être par découragement du fait qu'ils vont imputer ça aux fake news, vont se retrouver dans la masse de ceux qui sont déçus. Il y a un impact. Moi, je trouve un peu bizarre que nous ayons toujours l'habitude de traiter les droits comme des éléments de magnanimité. On peut, on ne peut pas, c'est un droit. C'est l'égalité des chances. C'est un droit de se permettre de composer alors qu'on n'est pas... L'État lui-même ne sait pas. Quand même. L'État ne sait pas doter, vous-même vous avez dit. L'État ne sait pas doter quand vous dites fake news, de tous les éléments pour garantir que vous dites fake news, ces ce n'est pas du fait des médias conventionnels. accès à la bonne information. C'est votre Facebook qui a donné des fake news. Ce ne sont pas les médias conventionnels. Faites la différence entre les canaux conventionnels de Monsieur, gouverner, c'est anticiper. Je ne fais pas des leçons. Gouverner, c'est anticiper. Alors, quand vous gouvernez, vous anticipez sur un ensemble de menaces. Entre autres, Facebook. S'il fallait rentrer dans ça. Mais on va revenir sur le sujet. Ce n'est pas un élément de magnanimité, c'est un droit. C'est l'égalité des chances. Il y a des enfants de la République qui se retrouvent lésés à cause d'un phénomène qui est un fléau tout autant, peut-être pour vous, vous ne constatez pas, mais les fake news, c'est un fléau comme le paludisme. Ça crée des dégâts dans des entreprises, ça crée des dégâts dans des foyers, ça crée des dégâts, et là, c'est un dégât à l'échelle nationale. Et qui est responsable du fléau fake news? Si les microbes, c'est encore l'État. Si les microbes sont responsables des maladies et que des individus sont responsables, je pense que dans les deux cas, l'État a l'obligation de ramener l'ordre dans la cité. Parce que c'est son rôle régalien. Il n'y a que l'État qui a ce rôle. Vous ne pouvez pas dire que parce que les maladies sont causées par les microbes, alors le ministre de la Santé est incompétent en ce qui concerne la question de la santé. Non. Si c'est le cas, donc le ministre de l'Éducation, des enseignements secondaires est compétent pour gérer toute information qui pourrait affecter le déroulement des examens. Et dans la mesure où il y a eu des failles qui sont partagées à la fois par les usagers et le ministère, je pense que la justice et l'équité que vous convoquez demandent qu'on prenne en considération cela et que dans un souci d'égalité des chances, c'est très important dans la République, l'égalité des chances, on devrait organiser une session spéciale pour ces jeunes-là. Parce qu'il ne faut pas gâcher leur avenir à cause d'un fake news. Oui. Maître, et si rien n'est fait jusque-là, les parents peuvent Serge Alain, emprunter une autre voie. Serge Alain, je suis très heureux de savoir que nous avons évolué sur ce plateau vers le sens que moi je conçois. Nous sommes passés, nous avons régné tous la voie des fake news et mon voisin vient d'indiquer, de donner l'information capitale, comme quoi un fonctionnaire avisé a pris celui lundi d'indiquer que le calendrier était maintenu. Ça veut dire que nous ne pouvons plus supputer, nous ne pouvons plus tirer avantage d'un quelconque fake news. Ça n'a aucune voie de cité dans le débat qui nous contient. Or, l'information qu'il nous donne et que j'apprends à l'instant me pose un problème. Comment savoir que cette décision qui a été prise par ce fonctionnaire avisé est opposable à tous les enfants qui ont manqué à leur examen? Il se pose à moi la notion de notification d'une décision publique aux individus. Quelle est la voie qui a été utilisée pour rendre public ce communiqué? Vous voyez que nous sommes 4 ou 5, vous êtes seuls à le savoir. Si ça existe, ça pose donc un problème. C'est-à-dire si c'était un examen, 4 auraient échoué, vous serez l'unique à le savoir. Ça veut dire que c'est pas de ma faute si vous ne vous informez pas. Hein? Je suis d'accord. Oui, j'accepte mon incurie sur ce plan, mais je dis qu'il y a des voies juridiques pour le faire. Lorsqu'une décision prise est pour le public, il y a une technique de publicité. Quelle est la voie qui a été utilisée pour rendre public ce texte? Le média officiel, bien sûr. Lequel c'est la CRTV, je ne veux pas faire concurrence. À quelle heure? Le lundi matin. Ça, c'est le journal officiel. À quelle heure? À 7 heures. Le lundi matin à 7 heures. Vous voyez vous-même que ce monsieur, cet enfant qui est à Darak à 7 heures, dont il n'y a pas d'électricité, je ne suppose pas. Non, mais ce n'est pas la même chose. Là, vous amenez les pédales. S'il vous plaît. Vous amenez les pédales. Là, vous êtes à Darak alors que nous parlons du Ramadan. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Oui, prenez Ngelemedouga, où il n'y a pas d'électricité à 7 heures. C'est même trop loin, Yingé. Non, je prends Ngelemedouga, je sais que ça où ça se trouve.
il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de radio. Vous avez la CRTV. Si vous parcourez peut-être la nationale 13, la radio qu'on écoute là-bas, c'est la RFI, hein? C'est pas CRTV. Ça veut dire que il y a quand même la radio, il y a le courant quand même. Permettez que je vous donne l'information que je sais et que je vérifie, que vous pouvez vérifier. Si vous prenez la nationale 13 du Cameroun, c'est-à-dire Douala Bafoussam, la radio que vous allez écouter, c'est RFI. C'est pas la CRTV. Et c'est la faute à l'État. C'est-à-dire que c'est la faute à l'État. Est-ce qu'on se comprend bien? Ouais. Donc le moyen d'information que vous annoncez n'est pas opposable à ces enfants qui n'ont pas accès à cette radio, qui n'ont pas accès. Mais tout à l'heure, j'ai parlé d'une responsabilité parentale. Non. Et en matière d'éducation, il y a ce qu'on appelle la communauté éducative. Permettez que je finisse, qu'on se comprenne. Nous avons bien commencé par nous comprendre, terminons à nous comprendre. Oui, justement. Voilà. Donc, j'ai dit donc que vous avez dit, le seul moyen qui a été utilisé pour rendre public ce communiqué, c'est la CRTV. Je vous dis, voici les limites de la CRTV. La nationale 13, la seule radio qui a écouté là-bas, c'est RFI. Ah bon? Ce n'est pas la CRTV, c'est notre route. Faites l'expérience, vous allez voir. Et vous dites bien, c'était à 7h du matin, pour un examen qui va commencer à 7h30. La CRTV, vous êtes seul à l'écouter, dans une zone où l'examen n'a pas de problème. Alors, comment cela devait savoir? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi avoir attendu 7 heures ce jour pour rendre un communiqué qui sera opposable aux gens dans 30 minutes, alors que les voies d'accès sont impossibles? À l'impossible, nous n'est tenu. Ça, c'est des de ça cas. qu'il est question. Ok. L'État a failli. Camille, sur cette situation, Oui, il y a un véritable problème de communication. On est d'accord, hein? Serge Alain, nous n'allons pas nous noyer dans un débat sur le sexe des anges. Oui, oui. Parce que j'ai l'impression que c'est ce à quoi ressemble notre débat aujourd'hui. Une chose est certaine, il y a deux situations. Il y a le débat sur le calendrier du Ramadan, de ce côté, avec des communiqués et les fake news qui ont passé. Et de l'autre côté, il y a les âmes qui ont crépités du côté de l'extrême. C'est deux situations complètement bien différentes. Maintenant, la situation sur la mauvaise communication à Douala, qui déjà était problématique, mais qui n'a pas empêché que le programme des examens était déjà fixé. Moi, je ne vois pas pourquoi nous allons asséner des coups sur l'État en disant que l'État est responsable d'un programme qu'il avait déjà lui-même fixé. Bon, maintenant, si des malins, à travers des fake news, ont pu instiller une mauvaise information dans la tête des gens, on ne va pas dire que c'est la cause de l'État, c'est à l'État de réparer. Nous avons dit ceci. Il y a eu une situation assez affligeante. Et moi, je dis que moi-même, mon propre filleul qui habite chez moi, m'a dit que non. On nous a dit que je dis va d'abord. Point. J'étais encore que je dis va d'abord. Après, on verra. Donc, il est allé et il est revenu à midi. Donc, c'est pour ça que je pense que qu'on ne cherche pas à culpabiliser à tout prix un État qui, déjà, lui-même a suffisamment de problèmes comme cela. Mais regardons, ayons les yeux dans les orbites, disons-nous que... bon. Vous avez pitié de l'État. Non, c'est pas que j'ai pitié de l'État. Mais moi, je pense que nous... je pense comme certains qui disent que n'en jetez plus. Hein? Il y a une situation qui est malheureuse pour les enfants et qu'on ne rejette, qu'on n'ajoute pas la culpabilité de l'État ou la culpabilisation de l'État en disant que non, c'est l'avenir des enfants qui est hypothéqué. Non, il y a une chose, ne faisons pas de la sensiblerie. Il y a une situation qui est bien pénible pour les parents. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école. Pourquoi? Du fait d'un amalgame, d'une sorte d'embrouillamini sur la date. Bon, maintenant, que faut-il faire? De l'autre côté du Darak, il y a des enfants des parents qui ont eu peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Bon, le SDF a demandé une mesure spéciale. C'est ça le plus important, moi je pense. Le SDF, les députés du SDF ont joué leur rôle d'interpellation. Oui, d'interpellation pour demander que vraiment essayer de faire quelque chose. Regardez vous-même la situation. Moi je dis que ça ne sert à rien de prendre des trucs et de taper sur l'État comme si c'est seulement grâce à cela qu'on peut résoudre une situation comme celle-là qui est déjà assez difficile. Jonathan, vous vouliez... Oui, rebondir sur les propos de Maître Ndufa. J'ai insisté sur le fait qu'il faut retrouver les coupables. Oui. Si c'était une injure, je dis comme ça, une injure à une haute personnalité ou bien aux plus hautes personnalités de l'État, quelque chose qui les gênerait vraiment, vous verrez que demain, on aura le nom de celui qui a pour la première fois publié cette affaire. On va créer une commission d'enquête. Je n'irai pas forcément à dire une commission d'enquête. Nos services spéciaux peuvent s'en occuper. On n'a pas besoin d'une commission d'enquête. Et ils sont suffisamment outillés pour le faire.
Donc, il faut retrouver celui qui a publié ça. C'est une mesure dissuasive. Et c'est ça aussi anticiper. Parce que demain, il y a d'autres personnes qui s'amuseront avec d'autres calendriers. Et ça risque d'avoir des effets. Si dès maintenant, on ne prend pas des mesures préventives, on risque de se retrouver avec une situation qui chaque fois perturbe l'activité normale de l'État. Et quand vous parlez de calendrier, moi je vois que le calendrier avec les examens liés au calendrier des différentes religions, ça peut poser un problème. Qu'une mesure soit prise en début d'année au niveau du ministère des enseignements secondaires pour l'année prochaine. C'est-à-dire, dans la perspective où le Ramadan commence, effectivement, nous décalons les examens d'une semaine à la fin du Ramadan. En prenant déjà en compte le fait que même si les éventualités que l'on voit la lune n'arrivent pas dans les délais, et que le délai, parce qu'il y a un délai qui, lorsqu'il est expiré, ils ne peuvent plus continuer le jeûne, effectivement, on place la date juste à la semaine qui suit cette semaine-là. De telle sorte que de telles influences n'aient plus un impact sur les élèves qui vont composer. Ça, c'est des mesures simples qu'on peut prendre pour l'année. Mais il faut, surtout, j'insiste aussi là-dessus, il faut trouver les coupables. Parce que ceux qui le font, ils ont influencé l'avenir. Si demain, ces jeunes, aucune session n'est organisée... Tout est parti du communiqué de la commission, non? Le communiqué de la commission, je ne vais pas le remettre en question. Il y a parce plusieurs que là, communiqués même. Il s'agit... Georges, il y a eu plusieurs communiqués. Oui, ça, c'est... Plusieurs confessions. Il faut laisser la religion musulmane et elle-même ses propres contradictions internes. Il y a des franges rivales à l'intérieur. C'est leur foi. Leurs interprétations, c'est un peu comme chez les chrétiens, chacun interprète à sa manière. C'est leur foi là-bas. Ça les regarde. Nous, au niveau de l'État laïque, on ne va pas rentrer dans ces contradictions. On est conséquent de ce que ils ne sont pas déjà d'accord sur les délais ou bien sur les modalités de cette fête. Et nous, on décale juste d'une semaine. On ne peut plus rester dans leur propre lecture de la religion. Parce que là, c'est un peu... On constate qu'il y a des subjectivités qu'on ne maîtrise pas. Et si l'État se mêle de cette affaire, l'État risque de se retrouver au cœur d'une querelle plutôt religieuse. Voilà, Georges Sémé, on n'a pas beaucoup parlé de ces jeunes-là de Darak, on va dire comme ça, de l'extrême nord. Quelle attitude devraient avoir les parents aujourd'hui? D'abord, permettez qu'avant de parler des jeunes de Darak, il faut d'abord revenir à ces jeunes qui ont raté leur examen à cause de l'apparition du croissant lunaire. Oui. Est-ce que vous imaginez le sort de cette dizaine de milliers de jeunes qui, eux, ont participé à cet examen? Voilà. Des dizaines de milliers. Ah, vous taisez. Il y en a des dizaines de milliers qui ont participé à cet examen. Et pourtant, ils sont dans les mêmes prédispositions que ceux qui ont raté l'examen. Monsieur Sémé, je veux juste préciser un élément. Oui, j'ai fait le concours d'entrée en 6e 2 fois. Ah bon? Le concours a été annulé dans le même lycée. Attendez, je vous explique. Le concours a été annulé parce que quelques élèves, ils n'étaient même pas 300, moins de 200. Nous étions près de 1000 qui composions. C'était où à Ingé? Avait été... Non, c'était au lycée, dans un lycée de la ville de Douala. Dans ce lycée, une petite frange avait été soupçonnée de fraude. Et à cause de ce soupçon de fraude, on a recommencé le concours. J'aimerais que vous vous placiez dans la frange de ceux qui, comme moi, avaient déjà composé et devaient recomposer. Était-ce l'égalité des chances? Oui. Pour le principe d'égalité des chances, on doit donner à tout le monde les mêmes chances de réussir. Même le tricheur. Est-ce que les résultats... Vraiment, je suis scandalisé par ce propos. Les premiers résultats, on les a connus, mais dans les deuxièmes résultats, la majorité des élèves qui avaient passé, parce que les élèves braves passent, oui. Les élèves qui avaient passé ont effectivement bravé le concours. Et vous assimilez le cas d'une fraude à l'interprétation du constat. Comment savoir que c'est pas qu'il y avait aussi n'avait pas fraudé? Non, monsieur Georges, n'ayez pas peur. Les meilleurs vont s'en sortir. Non, je vous en prie. Vous rejoignez donc ma préoccupation. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des enfants qui sont allés composer. Et la grande majorité allait composer. Voilà. La grande majorité allait composer. Et que dire donc de ceux qui ont été retenus par leurs parents à la maison?
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai que le copanéliste, le cas du croissant lunaire. Le copanéliste est invité à invoquer l'égalité des chances de tous. Mais j'invoque également l'égalité de tous devant le service public. C'est vrai. Autant ce principe peut être invoqué par ceux qui ont participé à l'examen, autant il peut être invoqué par ceux qui n'ont pas participé à cet examen. Et aujourd'hui, la balance penche vers ceux qui ont, à la grande majorité, participé à cet examen. D'où la conclusion de ce que le gouvernement n'est pas obligé... Mais monsieur Sémé, vous êtes contradictoire. Si ça penche, dites clairement qu'on ne doit pas organiser. D'où une position claire. D'où ma conclusion. Le gouvernement n'est pas obligé de reprendre, d'effectuer une session spéciale. Ils ne sont pas obligés. Mais avec la pression de vous, des partis politiques, de la société civile, on peut faire infléchir le gouvernement afin d'écouter la voix de ses parents et de ses élèves qui veulent... Merci Georges Sémé. Bonsoir Cédric Noufelet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant Cédric, au menu ce soir. Ce soir, vous suivrez des députés faire le procès de l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement s'est-elle vraiment impliquée depuis le déclenchement de la crise anglophone? Au regard des multiples crises que traverse le Cameroun, l'opposition dénonce son incapacité à utiliser son pouvoir législatif pour mettre un terme aux multiples tensions décriées à travers le pays. Et vous suivrez également la société civile qui interpelle le Parlement camerounais sur l'urgence de s'engager sur la voie du dialogue, du moins de convaincre le pouvoir exécutif ou alors de le contraindre à s'y atteler. Également, dans le journal de 20h, vous suivrez l'intégralité du communiqué qui a été rendu public après la première session de dialogue politique structuré entre l'Union européenne et le gouvernement camerounais, les deux partis qui condamnent le discours tribaliste au Cameroun et se prononcent en faveur de la mise en place d'un dialogue national inclusif pour régler les multiples crises au Cameroun. Pendant ce temps, la situation humanitaire se dégrade. Nous irons dans la région de l'Ouest afin de faire le bilan de l'arrivée, de l'afflux des déplacés venant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils sont plus de 40 000 selon un bilan officiel dans la région de l'Ouest. Et cela commence déjà à avoir un impact sur le plan social, économique et culturel. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelet et toute la rédaction vous donne rendez-vous dans un instant pour le développement de tous ces titres. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Georges Sémé, Maître Augustin Gueffak, Camille Nellet et Jonathan Batenguene. Jonathan, l'Union européenne, on a suivi dans ce journal l'Union européenne et le Cameroun qui, on va le dire comme ça, chante l'hymne de la paix. Il condamne d'abord les discours qui ont cours en ce moment-ci, qui ont un rapport avec la haine tribale. C'est un discours qui se développe de plus en plus. Oui, c'est inquiétant. C'est peut-être le début d'une nouvelle relation, d'un nouvel apaisement entre le Cameroun et l'Union européenne, parce que ces derniers temps, l'Union européenne avait plutôt invectivé ou bien été à fustiger l'État du Cameroun. Et trouver que le discours a autant changé, ça rassure quant au partenariat qui est noué avec ce partenaire-là. Maintenant, concernant les faits que l'Union européenne pose, ils sont réels. Je ne vais pas rappeler qu'ils sont déjà légion, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit également même dans la presse. Je crois que même ce matin, il y a des titres, il y a un titre particulièrement qui a alarmé tout le monde quand on voyait qu'un journal respectable de la place essayait de titrer sur une question tribale. C'est des signaux d'alarme qu'il faudrait décrier et c'est bien que les partenaires du Cameroun se mettent de concert avec les autorités et avec l'ensemble, parce qu'il n'y a pas que cela.
il y a la société civile, il y a aussi les partis politiques, il y a d'autres acteurs, même le clergé, qui contribuent à apaiser cette situation. La question tribale n'est pas une question politique. La question tribale reste une question culturelle. C'est notre richesse culturelle et ça participe de la diversité au Cameroun. Georges Essémé, sur cette montée du discours incitant à la haine tribale, ça vous a particulièrement choqué aujourd'hui? Oui, la une d'un journal qu'on respecte tous dans le paysage de la presse de notre pays m'a profondément choqué. Je ne vais pas citer le journal, mais je pense que la plupart des consommateurs des écrits nationaux se sont aperçus que cette une était assez décalée et ne reflétait pas du tout la réalité la réalité sociopolitique de notre pays aujourd'hui. Mais je pense que le gouvernement a pris sur lui depuis quelque temps d'associer non seulement les organisations internationales qui ont parfois été très incisives sur la posture du Cameroun en matière de liberté, du respect des libertés individuelles. Donc le Cameroun a aujourd'hui pris sur lui d'impliquer davantage ces organisations internationales dans le processus de pacification dans les régions anglophones ou alors dans le drame qu'on subit aujourd'hui, que notre pays subit aujourd'hui du côté de l'extrême nord. Non seulement ces organisations internationales, mais également les partenaires de la communauté internationale, dont l'Union européenne. Mais il faut quand même faire la différence ici entre le Parlement de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission de l'Union européenne qui est l'exécutif de l'Union européenne. Pour le cas du Parlement européen, nous nous souvenons tous de cette volée de bois vert contre le gouvernement du Cameroun en rapport avec la crise sociopolitique dans les régions anglophones, mais également en rapport avec la crise sociopolitique post-électorale où ce Parlement a eu des mots très durs à l'endroit du gouvernement camerounais. On se souvient également que la Commission de l'Union européenne, qui est l'exécutif en Europe aujourd'hui, n'a pas effectué des sorties aussi tonitruantes que l'on a observé avec le Parlement européen. Donc, je pense que si aujourd'hui, que ce soit au niveau du ministère de l'administration territoriale, ou alors au niveau du ministère des Relations extérieures, on prend le soin d'impliquer davantage ces partenaires internationaux dans le processus d'apaisement en région anglophone ou alors dans le processus de solution dans la crise à l'extrême nord, c'est tout bénéf pour notre pays parce qu'il y a eu des multiples rapports, il y a eu des lobbying qui ont été effectués par certaines personnes du côté de l'étranger qui ont desservi notre pays. Et je pense que si aujourd'hui on va vers la voie de l'implication de ces acteurs internationaux dans les processus dans lesquels nous sommes engagés, je pense qu'on ne peut que tirer les avantages. Voilà, vous, Kabine Léa, sur cette démarche, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. L'État du Cameroun, bon, le ministère de l'administration territoriale et l'Union européenne qui se mettent ensemble. Ben, il fallait bien que on le constate bien, mais c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un travail de fourmi est fait depuis très très longtemps pour essayer non seulement de faire comprendre aux institutions européennes et même africaines que le problème du Cameroun, ce n'est pas seulement l'attaque terroriste que l'on voit du côté de Boko Haram ou alors la grande crise sécessionniste, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses et que, en fait, aujourd'hui, la partie n'est pas aussi facile que cela. Mais c'est la conclusion de ce communiqué qui m'a fait un peu sourire, en disant communiqué qui dit qu'il faut avec un dialogue inclusif, que la situation se résolve rapidement, sans violence et le plus rapidement possible. Vous savez, les gens ont beau appeler le dialogue, mais j'ai l'impression que c'est chacun qui voit le dialogue selon son propre prisme. Quand certains parlent de dialogue inclusif, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous allons nous retrouver dans une sorte d'assemblée constituante, on va régler tous les problèmes du Cameroun, ou alors on va s'asseoir pour régler spécifiquement le problème de la crise sécessionniste et de l'insécurité des gens, non seulement dans le sud et dans le nord-ouest, et dans le septentrion. Moi, je pense qu'il faut que les gens se mettent même d'accord sur ce dialogue qu'on appelle tous. Parce qu'on appelle le dialogue, mais j'ai l'impression que c'est chacun qui pense le dialogue à sa manière. Et que les gens ne pensent pas que parce qu'on va dire dialogue inclusif, on va s'asseoir en 2-3 semaines, 2 tours de cœur, après ça va se régler. Non.
il y a beaucoup de choses à comprendre. Il faut que les uns et les autres soient d'abord sincères, se disent que si on s'assoit, c'est d'abord pour en finir avec ce problème d'insécurité, de tuerie, de meurtre, de barbarie au Cameroun. Bon, maintenant, si certains autres pensent que ce dialogue-là va permettre de régler même le problème de Paul Biya, de le faire partir et de mettre un gouvernement en transition, moi je pense que les dés sont pipés au départ. À quoi va servir ce dialogue? Tout le monde appelle le dialogue. Et moi, chaque fois que quelqu'un dit dialogue inclusif, je me demande inclusif ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi inclusif? Ça veut dire le problème du Sud, ça veut dire que tous les problèmes du Cameroun en même temps. S'il y a tous les problèmes du Cameroun en même temps, je ne sais pas si ce dialogue va se tenir en 1 mois, en 2 mois. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord que les gens soient sincères, qu'ils se disent que ce dialogue que nous appelons, il faut que nous sachions que le plus important, c'est d'essayer de ressouder le Cameroun, d'essayer d'en finir avec la barbarie et maintenant de voir le reste après. Lorsque le Premier ministre dit que le président Michel Devoux dit il est prêt à parler de tout, discuter de tout, sauf la séparation. Il parlait donc de quoi? Ben, on va bien le savoir, puisque c'est le Premier ministre qui est descendu sur le terrain, d'abord pour assurer les gens. Parce qu'il faut dire qu'avant la descente du Premier ministre sur le terrain, les gens étaient un peu dubitatifs. Ils étaient un peu, ils étaient restés sur leur faim avec son prédécesseur qui ne montrait pas une véritable volonté d'amener les gens à se mettre d'accord sur une sorte sur un minimum. Bon, maintenant avec sa descente au sud-ouest et au nord-ouest, on a vu qu'il a dit que le président a chargé de vous dire qu'on va parler de tout. Maintenant, seulement, moi je pensais, et beaucoup de gens pensaient que dès son retour du sud-ouest et du nord-ouest, et encore galvanisé par une sorte de dynamique et d'état de grâce, il allait immédiatement enclencher des signes ou bien des actions démontrant que, bon, écoutez, vous, organisez-vous. Mais pour le moment... Non, c'est ce qui s'est passé, non? Vous savez pas ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas regardé France 24? Ok. Maître Gueffard, sur cette sortie, je crois que les deux sont d'accord, hein? Sortie rapide de crise. Avant la sortie rapide de crise, L'Union européenne comme le Cameroun se sont entendus. Je suis entouré de 2 éminents journalistes qui m'amènent à penser qu'ils n'aiment pas leur métier. Comment ça? Je m'explique. Ils sont très forts, très heureux de dire que l'Union européenne condamne la montée du tribalisme. Mais ils trouvent les mots très méchants pour dire que leur ami, leur collègue national comme eux a condamné avec ses mots cette même montée du tribalisme. Je pense que le journal... Peut-être faudrait-il relire le titre et le chapeau pour que vous soyez totalement fixé. Très cher. Si on s'en tient au titre, je pense que si vous lisez un livre écrit avec pour titre Scandale, je crois que vous n'aurez jamais le courage d'ouvrir le Je crois qu'il faut relire sur ce plateau le titre et le chapeau. Franchement. Georges Sémé, je ne vous ai pas coupé. Le titre, c'est autre chose. Le contenu, c'est autre chose. Vous nous apprenez notre métier maintenant. Vous êtes journaliste et je crois que vous êtes fait pour nous éduquer, pour nous enseigner et passer le message. Comment le journaliste éduque, comment il enseigne, comment il séduit. Quel est le contenu de l'article? Je suis convaincu que vous avez lu. Alors pourquoi vous n'expliquez pas que lui s'insurge contre la montée exacerbée du tribalisme? À lui de choisir son pas. S'il a choisi sur ce pas, je ne sais pas où vous écrivez pour dire le tribalisme ce n'est pas bon. Allez-vous condamner ce musicien qui le chante depuis 1984? Je parle de Prince Ndédi et Yango. Non. Sachons dire, comme le président de l'Assemblée nationale, que les Camerounais apprennent à s'aimer, à encourager ce qu'ils ont fait de l'intérieur. N'importons pas. Je pense plutôt que vous devriez condamner la première idée de l'Union européenne pour dire c'est l'ingérence, laissez-nous gérer chez nous au pays. Je pense que c'est un peu de cela qu'il est question. Gérons au pays, encourageons donc ceux qui disent ce n'est pas bon. Alors nous nous arrêtons pas au petit vocabulaire et nous esquivons le contenu. C'est le petit message que je voulais passer. Quant à la main tendue entre l'Union européenne et le Cameroun, c'est la bienvenue. Moi je pense que ce n'est plus de l'ingérence, mais c'est la bonne collaboration. L'accompagnement. C'est l'accompagnement. Mais vous dites que moi je n'aime pas mon métier en faisant quoi? C'est extrêmement grave. Je l'ai fait pour vous indexer, pour vous amener à dire ce que je sais de vous. C'est-à-dire de ne pas vous associer à mon...
À Georges Semi. Ah bon? Donc vous... C'est des accusations personnalisées extrêmement graves lorsqu'on veut regarder un confrère qui a trempé dans la dérive. Je pense quand même que nous effectuons tous un métier honorable qui a des canons, qui a une déontologie. Et lorsque un confrère très capé, très respecté dans la profession, prend quand même le soin avec sa rédaction de titrer qu'il y a des arrestations au faciès, au titre. Et dans le chapeau, il dit que c'est du fait de l'appartenance ethnique qu'on a interpellé des gens. C'est extrêmement grave pour notre profession. Nous sommes tous interpellés. Mais vous avez la mémoire courte, Nous sommes tous interpellés. La semaine dernière, il avait publié... Non, c'est pas ça l'objet du débat, mais je pense quand même qu'il y a eu un glissement extraordinaire qui a été fait par monsieur l'avocat, qui est totalement... C'est pas le débat. Oui, c'est pas le débat, mais franchement, voilà, il faut quand même restituer notre honneur lorsqu'on dit sur un plateau respectable comme celui-ci que nous sommes des jeunesses qui ne respectons, qui n'aimons pas notre métier, quand même. Nous aimons ce métier et nous voulons que ce métier soit fait dans le canon de notre déontologie, tout simplement. Joseph Betty Assomo, le ministre de la Défense, interdit une fois de plus l'utilisation des téléphones portables. Ce n'est pas la première fois que le ministre de la Défense effectue des sorties de rappel. Ça veut dire que la première fois, ça n'a pas marché, ils n'ont pas... Il en a fait plusieurs. Oui. D'abord, il y a eu des cas d'indiscipline à l'encontre des hommes de troupes à l'encontre de leur hiérarchie. Il y a eu des cas d'insubordination, il y a eu des cas de louage d'armes et il y a eu des cas d'abandon de poste même. Et aujourd'hui, on nous apprend sur le portable d'abord. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a des personnes qui, au lieu de veiller sur les biens et les personnes, utilisent plutôt leur portable. C'est extrêmement grave pour un terrain aussi opérationnel et compliqué comme celui de la crise anglophone où il faut avoir toute la sérénité, la concentration possible pour effectuer la mission pour laquelle vous avez été assigné sur ce terrain. Et je pense que toutes les mises en garde précédentes n'ont pas porté les fruits escomptés. Il était donc de bon ton qu'ils se déplacent encore une fois de plus vers ces hommes de troupe pour leur rappeler que le minimum, le B à bas de la sécurité, c'est d'abord la sérénité. C'est la vigilance. Et le téléphone portable, bien évidemment, est un instrument de déconcentration. Comme ça a été un instrument de perdition pour ceux... On doit fouiller tous les militaires lorsqu'ils vont au front, on garde les téléphones. On peut en même temps assurer une mission de sécurité et de protection des biens des personnes et avoir son téléphone dans la poche. Et je pense que lorsque vous avez été recruté dans la grande mire dans l'armée, ce n'est pas pour manipuler un téléphone lorsque vous êtes en zone opérationnelle. C'est pour prévenir des dangers, pour préserver l'intégrité du territoire et pour préserver les biens et les personnes. Et je pense que le discours du ministre de la Défense a été un discours franc et sincère, mais il ne faut pas s'en tenir simplement au discours. Il faut qu'après le discours, il y ait des sanctions. Et si les cas comme ceux-là sont encore dévoilés, tout simplement qu'on sanctionne les coupables. Et Kamine, ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit, qu'il parle de cette histoire de téléphone portable. On a l'impression que ça ne passe toujours pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire au ministre aujourd'hui? Il n'y a pas que le téléphone portable. Moi, je pense que le ministre, il ne faut pas lire son message seulement au niveau du téléphone portable. Il a parlé du respect des consignes. Il y a beaucoup de militaires qui ont été tués tout simplement parce qu'ils n'étaient pas à leur poste ou bien ils sont sortis, ils sont partis sans que leur hiérarchie ou leurs camarades sachent où ils se trouvent. Il dit, le ministre de la Défense a dit qu'il ne faut pas que les militaires parlent des opérations. Éviter d'aborder les sujets de secret défense, bien évidemment. Il a dit éviter d'aborder les sujets sécuritaires avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Effectivement, il a assimilé cela à une sorte de haute trahison parce que cela compromet non seulement l'efficacité opérationnelle, mais aussi ça met en danger la vie des autres. Donc, moi, je pense que le ministre Betty Assomo, pendant qu'il est en train de booster le moral de ses troupes, d'ailleurs, on l'a vu revenir du septentrion et se retrouver maintenant du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Moi, je pense qu'il est en train de faire comprendre à ces jeunes militaires, et là, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont jeunes, qui ont été recrutés il y a 2 ou 3 ans, que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui est tellement grave. Il faut que non seulement leur nouvelle option, leur nouvelle optique soit beaucoup plus militaire et beaucoup plus professionnelle. Et c'est pour cela qu'en parlant des téléphones portables, on a vu beaucoup de ces vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux, qui avaient été faits par des militaires. On a vu toutes sortes d'horreurs. Bon, je pense qu'il le fait non seulement par souci d'efficacité, mais aussi pour leur propre santé mentale. Donc, la communication du ministre de la Défense, c'est une communication, je pense, opportune et qui est forte
Et il fallait bien qu'il démontre que ceux qui ne vont pas la respecter, non seulement seront sévèrement punis, mais maintenant ceux qui seront distingués par la bravoure ou par des actions d'éclat seront pour leur part compensés. Et c'est le moins qu'on peut attendre d'un ministre de la Justice, de la Défense, dans un cadre de guerre pratiquement aux quatre coins, au moins sur 3 fronts dans notre pays, et ce n'est que tant mieux. Jonathan, ces images qu'on voit, les images du front, des corps et tout ça, quel impact sur la société? Déjà, ça ces vidéos, ces images de c'est la propagande la propagande de la violence. Dans l'univers militaire, ce n'est pas exceptionnel. Mais pour les populations civiles qui accueillent, qui reçoivent ces images-là, c'est quelque chose qui reste et qui traumatise. Mais surtout, ça donne une publicité de l'armée qui n'est pas positive. Parce que vous avez vu les rapports qui sont faits sur l'armée. Oui. Vous avez vu que les vidéos même qui sont parfois utilisées sont des vidéos qui ont été faites, tournées par des militaires. Donc, ils donnent eux-mêmes le bâton avec lequel ils vont se faire fouetter. C'est regrettable. Mais surtout, ça interpelle le fait que dans le processus de professionnalisation des armées, puisque c'est la politique actuelle qui est menée dans ce cadre-là, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire dans la tenue des troupes au combat. Peut-être parce que notre armée n'était pas habituée à être en disposition de combat. Peut-être parce que nos soldats sont encore pour la plupart très jeunes. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas suffisamment de sentiment de responsabilité quant au type de message qu'ils vont renvoyer aux personnes avec qui ils interagissent. Du coup, ils croient qu'ils sont justement, comme le ministre a dit, dans un film de Rambo où ils sont en opération tout à fait fantastique. Il faut impressionner, montrer aux amis. Parfois, ils envoient ça à des amis pour montrer que là-bas, oui, là-bas, voilà ce qu'on vit. Et voilà ce que j'ai fait. Or, ils sont sur des théâtres d'opération où les faits qu'ils présentent sont assez graves et peuvent interpeller la conscience nationale et internationale. Maintenant, s'il a fait ce discours et qu'il remarque que c'est un phénomène qui commence à perdurer, je pense qu'il est temps, comme il a dit lui-même, de procéder aux sanctions. Il faut sanctionner les soldats incriminés. Il faut surtout aussi faire la publicité de ces sanctions. Et pour que les personnes qui ont suivi ou bien qui ont vu ces vidéos comprennent que ces militaires qui ont parfois été auteurs d'actes de violation des droits humains ont été sanctionnés. Et donc l'armée camerounaise est une armée professionnelle comme elle se présente. Et surtout, c'est une démarche qui va ramener l'armée dans l'esprit républicain. Vous savez que notre philosophie de défense, c'est la défense populaire. Le peuple et l'armée font un. Dans ce cadre-là, on a besoin d'une armée républicaine qui davantage protège les populations au lieu d'être une armée de répression. Maître Ngefa, José Betia Sommer, il promet des sanctions pour ce qu'on peut appeler des brebis galeuses et des récompenses pour ceux qui se seront démarqués par des actes de bravoure. C'est normal. Déjà, il faut le bâton et la carotte, même. Oui, déjà, il faut louer les actions que l'armée mène là-bas pour essayer de contenir les velléités des criminels qui tentent de nous séparer de nos frères. Mais seulement, l'armée, elle vit son temps. Vivant son temps, il n'y a pas un domicile spécial où ce monsieur qui va au front doit aller cacher son téléphone avant de s'y rendre. Il emporte tout avec lui. Je pense plutôt que le ministre des Forces armées doit renforcer la formation sur le plan psychologique. Mais surtout que ce n'est pas la première fois qu'il interdit l'utilisation. J'en viens. Des mots, rien que des mots, on serait tenté de dire. Ce jeune homme qui envoie ces images, il va dire au premier discours, je l'ai fait, ils ont fait quoi? Au deuxième discours, je l'ai fait, ils ont fait quoi? S'il y avait une sanction rendue publique, je crois qu'il freinerait. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'il ait le courage de passer. Et puis de deux, je crois que son intervention conforte davantage les dénonciations des ONG, des sociétés civiles, qui disent que ça ne va pas dans ces régions. Effectivement, ça ne va pas. Si déjà lui-même il est conscient, et à plusieurs reprises il décrit, alors il faut qu'il sanctionne.
S'ils ne sanctionnent pas, ça va passer de mal en pire, c'est cela. Ok. Jean Sémé, ces images forcément nuisent à l'image, je veux me répéter, à l'image du Cameroun à l'étranger. Mais nous avons eu droit à certaines images assez rocambolesques qui viennent malheureusement de certains éléments de nos forces de défense et de sécurité. À ce type, il faut interroger peut-être la qualité du recrutement. D'abord la qualité du recrutement, la formation de nos forces de défense et de sécurité, leur discipline, mais surtout le respect de la hiérarchie. Et je pense que tout cela mélangé, si un homme de troupe ou alors un élément de ces forces de défense et de sécurité respecte tous ces éléments, il ne va pas sombrer dans la publicité des vidéos qui mettent en mal non seulement la sécurité des troupes, mais surtout l'image d'abord de l'armée camerounaise, mais également du Cameroun. Il y a des cas comme ça qui sont légion et qui ont sérieusement entaché le professionnalisme et la sérénité de notre armée. Si le ministre aujourd'hui est descendu sur le terrain pour tirer une fois de plus les oreilles des troupes, je pense que les précédentes mesures qui ont été prises, mesures en termes de sensibilisation et de sanctions, celles qui ont été prises avant n'ont pas eu d'écho favorable. Il fallait une fois de plus descendre sur le terrain afin de rappeler à ces éléments leur mission première, c'est celle de préserver la vie des Camerounais, mais également l'intégrité de nos territoires. Et je pense qu'on espère que ce message sera bien suivi, mais surtout que s'il y a encore des faits décriés dans ce type de choses, que des sanctions exemplaires suivent tout simplement. Et Jonathan parlait justement de publicité. Oui, la publicité des sanctions. Il y en a toujours eu. Je crois que l'une des dernières publicités qui a été rendue publique, c'est le drame de ces femmes qui ont été tuées du côté de l'extrême nord avec des bébés. Il y a eu une commission d'enquête qui a été mise sur pied et cela a été rendu public. Rendre public, ça ne veut pas toujours dire qu'il faut venir sur les médias et en faire la publicité, mais nous avons tous reçu des communiqués qui ont émis des conclusions par rapport à cette commission d'enquête. Bien que je sais, mais moi je vous signale que cette fameuse enquête dont vous parlez, moi je reste toujours très dubitatif parce qu'il a été établi par la suite que certaines personnes présentées comme les auteurs de ce forfait, c'était des personnes qui sont mortes 5 ou 6 ans plus tôt. On reste toujours sur notre soif. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faudra qu'un jour qu'on fasse la lumière sur ce qu'on en présente comme un drame qui s'est passé au Cameroun. Et le gouvernement a quand même reconnu la responsabilité. C'est le porte-parole du gouvernement a dit qu'il y a une enquête qui a été ouverte et que des personnes ont été... Il faudrait bien... Moi, j'aimerais qu'un journaliste aille au tribunal militaire ou dans la prison militaire qu'on nous sorte la situation de ces militaires. Bon, mais pour revenir, pour le reste, je voulais revenir tout à l'heure sur la déclaration de la dernière communication du ministre de la Communication pour dire de la Défense, pour dire que en condamnant l'utilisation de téléphone portable, c'est effectivement pour éviter qu'il y ait une publicité, la publicité que l'on a vue, mais qui en réalité a été le fait d'un contingent, disons, absolument marginal de militaires. C'est pas un phénomène régionalisé dans notre armée parce que nous devons savoir que l'armée camerounaise est l'une des armées les mieux formées de la sous-région. Et essayer d'aller à côté, je ne veux citer le nom d'aucun pays, mais moi j'ai fait le tour des pays de la sous-région avec leurs armées et leur réalité. Je vous assure que notre armée, c'est une armée qui est extrêmement au-dessus de celle-là. Et il y a des brebis galeuses quand même. Il y a bien entendu, mais je ne parle pas des éléments marginaux, je parle de la généralité, aussi bien sur le plan de la cité. Quand vous interrogez le mode de recrutement, vous savez très bien qu'il y a un mode de recrutement, il est vrai, qui n'est pas allé jusqu'au bout, parce que avant, moi, je me souviens, à mon époque, on procédait même d'abord à une enquête de moralité. Une enquête de moralité, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Mais pour le reste, au niveau de la formation et au niveau même de la discipline et de l'encadrement, l'armée camerounaise est une armée qui est extrêmement professionnelle. Donc moi, je pense que c'est par rapport à certains actes marginaux que le ministre a tout fait pour rebooster le moral de ces troupes et leur faire comprendre que même s'il y avait encore quelques brebis gazeuses, elles n'ont qu'à se tenir à carreau. Mais pas tirer sur notre armée, qui est l'une des meilleures, dont de la sous-région et même peut-être l'une des meilleures d'Afrique. Voilà, merci. Merci, cher monsieur. Merci, Georges. Merci, Maître Gueffin.
Merci Sao. Au plaisir de revenir après les vacances. Voilà, merci Jonathan, merci Kabinele. Merci, tout plaisir a été pour moi. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. C'est toute la grosse équipe conduite par Séverin Tuban vous donne encore une fois de plus rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Mona Télé.